je suis chargée d'études conditions de travail au sein de la DGAFP. Et donc, dans mon escarcelle et dans le cadre de mes missions, j'ai notamment le suivi du Fonds interministériel d'amélioration des conditions de travail, dont vous avez peut-être une connaissance aussi, puisque le premier appel à projet s'est clôturé le 17 novembre dernier. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vois que certaines personnes n'ont pas le son, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour l'instant. J'ai l'impression que tout le monde nous entend correctement. On va commencer cette présentation, alors qui se déroulera en fait en deux temps, hein. D'une part, on va vous présenter un peu les attendus de l'appel à projet, mais surtout, on va vous laisser un temps pour nous poser vos questions, nous faire part de vos remarques et de vos interrogations, et on y répondra dans ce deuxième temps. Peut-être déjà, donc vous rappelez, comme je l'ai fait rapidement en me présentant, que cet appel à projet s'inscrit dans la politique qui est conduite par le ministère des Sports pour développer la pratique des activités physiques et sportives tout au long de la vie. C'est pour le ministère également une mesure d'héritage des Jeux olympiques et paralympiques que de permettre à chacun d'avoir accès à la pratique sportive. Et ça s'inscrit pour nous aussi dans une logique qui est une logique de santé publique, puisqu'on connaît maintenant très bien les bénéfices de l'activité physique et sportive et au contraire les méfaits de la sédentarité. C'est pourquoi cette action, elle s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé, qui est copilotée par le ministère des Sports et le ministère de la Santé, et qui prévoit toute une série d'actions pour développer la pratique d'activités physiques et sportives à des fins de prévention, mais aussi à des fins curatives dans certains cas. C'est dans le cadre de cette stratégie nationale sport-santé notamment que l'on a développé aussi un réseau de maisons sport-santé qui sont des acteurs sur le territoire dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Et dans le cadre de cette stratégie nationale sport-santé, encore une fois, l'idée c'est vraiment d'accompagner l'accès à la pratique dans tous les lieux de vie, et le milieu professionnel est un lieu important sur lequel on souhaite aussi avoir une action. Et donc on a pour ça défini une feuille de route qui vise à développer les activités physiques et sportives en milieu professionnel à travers beaucoup d'actions d'information, d'accompagnement, mise à disposition d'outils. On y reviendra aussi tout à l'heure, puisqu'on vise à encourager les employeurs à mettre en place des activités pour leurs salariés. Mais on a aussi souhaité dans ce cadre-là que l'État, en tant qu'employeur à son niveau, soit exemplaire en la matière. Et c'est pourquoi on a proposé cet appel à projet l'année dernière à titre expérimental, afin de pouvoir porter et de faire émerger des actions de promotion des activités physiques et sportives pour la fonction publique d'État. C'est le cadre de ce que je vais vous présenter maintenant. Pour porter cet appel à projet, on s'est tourné vers nos collègues de la DGAFP qui qui disposent déjà d'un fonds sur lequel on a décidé d'accrocher en gros notre appel à projet, et c'est le FIACT que notre collègue Cécile va vous présenter maintenant. Et donc effectivement, le FIACT, on l'accroche en toute cohérence avec le FIACT activité physique et sportive en milieu professionnel. Rapidement sur le FIACT, c'est un fonds qui existe depuis 2018, qui fait l'objet d'un appel à projet qui est national et ouvert exclusivement, j'insiste bien dessus, au service de la fonction publique d'État. Donc on est hors du champ fonction publique hospitalière ou bien territoriale. C'est un fonds qui, je généralise, mais qui vise à la mise en œuvre. Pardon, Cécile. Pardon. Est-ce que vous pourriez parler mieux dans votre micro, peut-être? Dans le micro. Voilà. Pas de problème. Merci. C'est un fonds qui vise à de meilleures conditions de travail pour protéger la santé des agents, et j'insiste sur le terme santé, et les accompagner dans le cadre des évolutions de mission ou d'organisation.
Donc, j'insiste sur le terme santé. Pourquoi? Parce que le FIACT il vise également à soutenir des projets qui s'inscrivent dans le cadre du plan Santé au travail 2022-2025 pour la fonction publique, et notamment sur l'une de ces mesures qui est d'encourager le développement d'actions qui favorisent la santé des agents. Et à titre d'exemple, la prévention des addictions, des maladies cardiovasculaires et les pratiques sportives. Donc, on est bien dans une démarche très globale en matière de qualité de vie et des conditions de travail. Voilà, donc rapidement autour du FIACT. Donc, vous l'avez compris, il y a eu un premier appel à projet sur le FIACT, je vais dire assez général, qui s'est clôturé le 17 novembre. Là, on n'est pas dans ce cadre-là, on est bien sur un fonds qui est adossé, qui s'inscrit, qui se raccroche au FIACT sur la lutte contre la sédentarité notamment, parce qu'on est dans le cadre de la prévention des risques professionnels, et c'est aussi à ce titre-là qu'il est raccroché à la circulaire, qui, vous l'avez certainement vu, a un petit peu évolué par rapport à l'an dernier, parce qu'on insiste vraiment sur ce volet 1, qui est la lutte contre la sédentarité. L'esprit du FIACT, c'est aussi le partage des bonnes pratiques avec d'autres services. Donc, c'est de permettre, via un cofinancement, d'avoir un peu un effet levier pour vous permettre à vous, porteurs de projets, de mettre en place des actions et de déployer votre projet au sein d'un ou plusieurs services, ça dépend de chacun, et ensuite de les partager au plus grand nombre via notamment la bibliothèque des initiatives RH. Donc ça, on est sur les phases qui sont post-appel à projet. Une fois que le projet a été identifié et retenu comme lauréat, mise en œuvre, et après, on est dans une phase effectivement de partage. Je m'en arrêterai là, c'est assez généraliste, mais éventuellement, dans le fil de la conversation, je peux remettre les liens vers le FIACT si certains souhaitent aller puiser de l'information. Merci beaucoup, Cécile. On va vous présenter maintenant plus en détail donc, cet appel à projet. Alors, on ne va pas vous relire la circulaire, vous l'avez reçue ou vous y avez accès. On veut juste profiter de ce webinaire pour attirer votre attention sur quelques points qui nous semblent particulièrement importants. Et encore une fois, pour voilà, répondre aux questions que vous pourriez nous poser. Pour ça, n'hésitez pas à utiliser la conversation dans laquelle vous pouvez poser les questions au fur et à mesure où elles vous viennent. Et puis nous, on traitera derrière et on verra, voilà, peut-être qu'on en regroupera certaines, peut-être qu'on on en sélectionnera en fonction du nombre. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure où elles vous viennent et on y répondra dans la deuxième partie. Vous pourrez aussi, bien sûr, prendre la parole pour les poser à l'oral si vous le souhaitez. Donc, cet appel à projet, il répond aux trois objectifs que vous voyez à l'écran, qui sont de sensibiliser les agents aux risques liés à la sédentarité, de mettre en œuvre un environnement favorable à la pratique d'activités physiques et sportives, et à mettre en place une offre d'activités physiques et sportives. C'est important parce que il ne s'agit pas, contrairement comment dire, au titre un peu résumé que l'on pourrait utiliser de sport en milieu professionnel, il ne s'agit pas de mettre en place, de faire du sport sur le lieu de travail. Il s'agit vraiment d'une approche concertée et globale pour lutter contre la sédentarité et promouvoir l'activité physique. Donc, ce n'est pas le sport en tant que tel, c'est vraiment une mesure de qualité de vie au travail, de santé et de prévention. C'est pour ça que ce n'est pas anodin le fait que cet appel à projet soit adossé au FIACT. C'est vraiment dans ce contexte-là et dans ce cadre-là que l'on souhaite que des projets nous soient proposés. Et on reviendra tout à l'heure rapidement sur l'appel à projet de l'année dernière, mais la plupart des projets qui n'ont pas été retenus l'année dernière pêchaient de ce côté-là, c'est-à-dire qu'ils nous présentaient plutôt des activités sportives, simplement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment une promotion de la lutte contre la sédentarité et de l'activité physique. Voilà. Alors, après, pour rentrer peut-être plus dans le détail des attendus, ce qu'on attend des projets qui vont nous être présentés donc avec cette date limite qu'on vous rappelle du 2 février,
ce sont des projets qui doivent être nécessairement portés par des administrations de l'État. Ce sont des projets qui vont devoir concerner les agents de la fonction publique de l'État. Donc, pas la fonction publique territoriale, pas la fonction publique hospitalière, et les projets ne pourront pas être portés par d'autres acteurs. Si, par exemple, une administration développait un partenariat avec une structure privée pour développer un projet de ce type-là, c'est bien l'administration elle-même qui portera le projet et qui le présentera. Ça ne peut pas être une structure autre. Et les bénéficiaires doivent être les agents de la fonction publique d'État. Je pense par exemple à un cas particulier qui sont les universités. Les universités sont éligibles, peuvent présenter des projets. Certaines ont été retenues l'année dernière dans le cadre de l'appel à projets, mais leurs projets doivent porter sur la promotion de l'activité physique pour les agents de l'université, pas pour les étudiants. Voilà. Ça, c'est un point important. Ensuite, pour garantir que ces projets s'inscrivent bien dans une politique de prévention des risques, on demande que les porteurs de projets aient un document unique, un DUER, à jour. Donc ça, ce sera un point aussi très important. C'est un critère d'éligibilité essentiel pour les projets. On pourra y revenir si vous le souhaitez. Ensuite, comme je vous l'indiquais, l'appel à projet s'inscrit autour de 3 objectifs et les projets qui vont nous être présentés doivent s'inscrire dans 2 ou 3 de ces objectifs. Donc, je vous rappelle, hein, la sensibilisation, ça c'est nécessaire pour l'ensemble des projets. On peut ensuite mettre en place, et c'est le volet 2, un environnement favorable au développement de la pratique. Voilà, par exemple des partenariats ou des aménagements d'horaires ou de locaux, etc. Et on peut ensuite mettre en place une activité physique et sportive elle-même. Ça n'est pas indispensable. On a des bons projets qui ne vont pas jusqu'à mettre en place directement des activités, mais qui se contentent de la promouvoir et de mettre en place un cadre favorable. C'est bien aussi. Mais voilà, les projets peuvent aller jusqu'à cette phase-là de mise à disposition des agents d'une offre d'activité physique elle-même. Les points sur lesquels on sera particulièrement vigilant dans l'instruction, c'est la gouvernance du projet. Donc, il faut que le projet soit vraiment porté. Il faut qu'il y ait évidemment un chef de projet. Et d'expérience de l'année dernière, on voit que les projets les plus intéressants et les plus dynamiques et les plus efficaces sont aussi les projets qui font l'objet d'un soutien clair de la hiérarchie. Et donc ça se traduit aussi souvent dans la gouvernance, l'implication de la hiérarchie dans le pilotage et le suivi du projet. On attachera aussi beaucoup d'importance au ciblage du public. Il faut que les projets nous décrivent précisément quels sont les publics qui seront ciblés, avec autant que possible un public large. Hein, il ne s'agit pas d'avoir des projets qui ne vont concerner que quelques agents au sein d'une administration. Il faut un public large, mais on peut avoir une action ciblée. On peut avoir des projets qui porteront, par exemple, sur les publics les plus sédentaires, ou alors, selon des catégories d'agents, on sait qu'il y a des agents qui sont plus sédentaires que d'autres, on peut cibler cette catégorie d'agents-là. Voilà, on peut imaginer de cibler comme ça certains publics. Il faut le dire dans le dossier, c'est important. Et bien sûr, il faut que derrière les actions développées soient cohérentes avec ce repérage et ce ciblage. On sera aussi particulièrement attentif au calendrier de mise en œuvre du projet. Donc, on soutiendra des projets qui se dérouleront en 2024 et uniquement en 2024, et qui devront bien sûr avoir aussi un rythme dans leur mise en œuvre qui soit cohérent et qui permette de faire vivre aussi le projet. Autre point sur lequel on sera attentif, c'est l'association des personnels à la définition du projet.
c'est-à-dire que le projet puisse s'appuyer sur une prise en compte aussi des demandes, des avis, des visions aussi du personnel via des outils de participation. Alors, on a aussi indiqué dans l'instruction que on aurait un regard particulier pour les projets interadministration. Alors c'est vrai notamment évidemment pour les projets locaux qui sont vraiment au niveau départemental par exemple ou au niveau des collectifs, enfin, des territoires locaux. C'est évidemment moins vrai pour les projets nationaux où c'est plus compliqué en administration centrale de faire de l'interadministration à moins de partager un bâtiment avec d'autres administrations, mais a priori, c'est plutôt un critère qui porte pour les administrations locales et je pense notamment aux préfectures ou aux services départementaux. Vous avez dans l'annexe de l'appel à projet un certain nombre d'actions qui vous sont présentées à titre d'exemple et d'illustration et qui peuvent vous permettre d'alimenter un projet ou en tout cas de vérifier que votre projet correspond bien à l'esprit de cet appel à projet. Je vous les rappelle pas toutes, mais en gros, voilà, qu'il y ait une action de sensibilisation concrète avec des outils de communication, ça nous semble important. Des outils de consultation, on en a parlé. Qu'il y ait, par exemple, que ce soit de la mobilité active, du design actif, des animations, du temps dégagé pour faire des activités physiques et sportives ou au contraire des locaux dégagés pour cela. Voilà, tout ça peut rentrer dans ce type de projet. Et là aussi, pour vous accompagner, vous inspirer aussi, sachez qu'on a développé un référentiel avec l'AFNOR, qui n'est pas une norme à proprement parler parce qu'il n'y a pas de certification derrière, mais qui est un guide qui permet aux employeurs, à tout employeur, un public comme privé, de travailler sur ce sujet-là. Le lien est indiqué dans l'appel à projet. Très rapidement sur le... Alors, pardon, avant d'évoquer le calendrier, je vais vérifier avec ma collègue Cécile s'il y a quelques points sur lesquels vous souhaitiez insister aussi au titre des points de vigilance à apporter à la connaissance des participants. Oui, je vais me permettre quelques précisions concernant le volet budgétaire. Déjà, je ne peux que vous inciter les uns et les autres à ne pas rester seuls et esselés dans le cadre de la préparation du budget prévisionnel qui est une pièce obligatoire à transmettre lors de votre candidature et à prendre la tâche en fait de votre service de proximité qui sera forcément de bons conseils si vous n'êtes pas très habitué à la tâche. Je ne vais pas revenir sur les dépenses inéligibles parce qu'elles sont listées dans la circulaire, à moins que vous ayez des questions a posteriori. En tout cas, sachez que la transmission de devis, comme c'est précisé, en euros TTC est une pièce obligatoire. Pourquoi? Ça permet simplement aux membres du jury qui vont examiner votre projet d'attester de la sincérité de votre projet, que ce soit d'un point de vue calendrier et que ce soit d'un point de vue dépenses. C'est une pièce obligatoire. Pour autant, l'appel à projet se clôture donc le 2 février. Si, a posteriori, vous recevez une offre qui convient davantage, d'un prestataire qui convient davantage à ce que vous souhaitez mettre en place, il va de soi que ce prestataire pourrait être retenu, si vous en faites le choix, a posteriori. Pour autant, j'appelle votre vigilance parce que si jamais ce prestataire, d'accord, l'offre correspond davantage à vos attentes, mais le niveau de la prestation est un peu plus élevé, il n'y a pas de modulation du cofinancement qui vous sera attribué à l'occasion du comité de sélection. On ne revient pas dessus. Donc, ça nécessitera de votre côté de revoir le budget prévisionnel réalisé au moment du dépôt. Le cofinancement, qu'est-ce que c'est? Autre point de vigilance. Le cofinancement, ça signifie bien que, en plus de la participation du service, par exemple, sur des frais de communication, sur des frais de restauration, de déplacement, le service doit cofinancer à hauteur qui définira de lui-même. Vous le voyez, il n'y a pas de seuil.
à proprement parler, mais en tout cas, le service doit apporter une somme au titre du cofinancement. Et ça fait partie des éléments qui sont précisés dans les pièces du dossier. Un point aussi important, le coût total du projet. Vous le voyez dans la circulaire, on attend un coût total des projets avec un seuil minimal fixé à 25 000 €. Ça ne signifie pas que le cofinancement du FIAC interviendra à hauteur de 25 000 €. Ça signifie qu'on attend des projets à hauteur de 25 000 € avec un plan de financement qui va être vos financements propres au sein du service et une part de cofinancement FIACT. Mais on est bien sur un coût total. Ne le perdez pas de vue, fort de l'expérience du FIACT des années précédentes, c'est un point qui n'est pas forcément évident. Ensuite, j'appellerai votre vigilance, là aussi, dans le cadre de la préparation du calendrier prévisionnel de votre projet, qui est qu'il ne faut pas perdre de vue la clôture budgétaire qui a lieu donc en fin d'année 2024. Je m'en excuse, on en est bien loin. Il n'empêche que dans votre prévisionnel, il faut bien avoir à l'esprit que lors de la deuxième quinzaine du mois de novembre, il faut avoir clôturé. C'est-à-dire que vous devez avoir réceptionné vos factures, en avoir assuré la transmission auprès des collègues des plateformes, des PFRH. Donc, je vous mettrai le lien vers Internet pour retrouver les coordonnées de la PFRH de votre ressort, avec qui vous pouvez également échanger là, dans le cadre de la préparation du projet, si vous en avez le besoin, pour peut-être aussi vous assurer des types de dépenses éligibles ou non. Les collègues des PFRH sont avisés à la chose puisqu'ils sont en charge notamment d'appuyer avec la DGFP les services dans le cadre de plusieurs appels à projets, dont le FIACT. Donc, ce ne sera pas une découverte de leur côté. Voilà les quelques points de vigilance. Et surtout, je vous invite à compléter le budget prévisionnel dont vous allez pouvoir prendre connaissance en ouvrant votre projet dans Démarche simplifiée. Je rappelle que ça ne vous oblige pas à le déposer, ça vous invite juste à ouvrir un brouillon. Et par contre, pour ceux qui souhaiteront le déposer, il ne faudra pas oublier de le faire au plus tard le 2 février prochain. Voilà, je m'en arrêterai là sur les aspects budgétaires. Merci beaucoup. Et vous rappelez aussi que dans le dossier de candidature, on vous demandera de nous préciser aussi vos critères d'évaluation et de suivi des projets, ce qui sera un point important pour nous. Très rapidement, pour vous laisser la place aux échanges et aux discussions, le calendrier, donc vous avez jusqu'au 2 février pour déposer les projets. Derrière ça, l'instruction commencera après une phase de vérification de l'éligibilité. Et donc, en fonction du nombre, bien sûr, de projets qui seront déposés, on pense avoir besoin d'un mois et demi pour assurer cette instruction. Et donc, on se donne pour objectif d'avoir terminé fin mars et donc d'être en capacité de publier les résultats fin mars. Tout ça est indicatif, évidemment. Vous imaginez que ce ne sera pas pareil si on a 100 projets ou 500. Mais voilà notre objectif, avec derrière ça une notification en avril et la mise en place des financements qui seront voilà, portés via les SGAR pour les services déconcentrés ou les secrétariats généraux pour les administrations centrales. Peut-être rapidement vous faire un retour avant de vous laisser la parole sur l'appel à projet 2023, puisque cet appel à projet aujourd'hui est la reconduction de ce que nous avions fait l'année dernière et on a adapté un petit peu au regard des enseignements tirés. Alors c'est un appel à projet qui avait rencontré beaucoup de succès, un succès auquel on ne s'attendait pas, mais qu'on était ravis de constater. On a reçu 214 projets via démarche simplifiée. Et sur cette base, après instruction, on a retenu au final 21 projets. Alors, c'est peu, ça veut dire que c'est très sélectif par rapport au nombre de projets proposés. En même temps, c'est un nombre relativement important au vu du budget
qui est consacré à cet appel à projet, hein. Je vous rappelle une enveloppe de 500 000 euros. Et ça répond à une question que j'ai vue passer sur le seuil qui a été fixé à 25 000 euros. C'est l'un des objectifs de ce seuil, c'est justement de s'assurer qu'on ne va pas saupoudrer sur beaucoup de petits projets, mais vraiment se concentrer sur des projets plus structurants. Face à l'ampleur du nombre de demandes, on a fait le choix l'année dernière que les 21 projets que l'on a sélectionnés soient des projets qui couvrent aussi à la fois l'ensemble des régions, mais aussi l'ensemble des administrations éligibles. On n'a pas, en gros, pris les 20 meilleurs projets, parce que sinon, on risquait de se concentrer sur un type d'administration qui avait particulièrement bien répondu, ou deux ou trois types. Mais on a vraiment cherché à essayer de trouver des projets variés, parce que c'était une expérimentation qui reflète les réalités de la fonction publique d'État dans toute sa diversité, qu'elle soit territoriale ou de type structurel. Et donc, à la fin, on a retenu 5 administrations centrales, 13 services déconcentrés, un établissement public et 2 universités. La liste des lauréats 2023, elle est sur Internet, hein, sur les sites de référence. Vous pouvez télécharger la liste. Vous verrez qu'il y en a dans toutes les régions et donc tout type d'administration. Et donc, c'est aussi peut-être intéressant pour vous aussi, si vous avez envie de mieux connaître un projet, peut-être d'aller contacter une administration dont vous seriez plus proche que d'autres, que ce soit au point de vue territorial ou par ministère de rattachement. N'hésitez pas à éventuellement les contacter pour regarder leur projet. On a eu des projets d'à peu près tous les ministères, hein, mais que ce soit le ministère de la justice, les ministères sociaux, donc santé, travail et cohésion sociale, transition écologique, cohésion des territoires, économie, finance, éducation nationale, jeunesse, sport, enseignement supérieur, recherche intérieure et outre-mer. Donc vraiment une grande diversité de projets. Parmi ceux-là, on vous en a indiqué quelques-uns à l'écran. On pense notamment au service de l'éducation nationale, service départemental de l'éducation nationale des Hautes-Alpes, qui a mis un projet vraiment alors, très local, très ancré sur le territoire et qui couvrait à peu près tous les aspects de l'appel à projet, avec de la sensibilisation, avec aussi une association des agents et des questionnaires réguliers, avec de la mise en place d'activités, une communauté en ligne pour suivre le projet. Donc voilà un projet intéressant. On mentionne ici également le projet de la Direction générale du Trésor, qui lui avait cela spécifique, qui s'est beaucoup appuyé sur l'utilisation d'une application mobile avec des challenges réguliers qui ont aussi conduit à animer le collectif et aider aussi à porter derrière des activités plus concrètes. L'établissement public aussi que je mentionnais tout à l'heure, c'est l'IRD à Marseille, qui lui, par exemple, a mis un accent assez marqué dans son projet sur les personnes en situation de handicap. Donc là, il y a un ciblage très particulier qui nous a semblé intéressant, avec une offre un peu, bien sûr, globale et d'animation pour tous, mais avec des actions spécifiques envers ce public-là. Et puis, parce que Marseille sera ville olympique cette année, un lien aussi avec les épreuves, notamment de voile, qui se dérouleront à Marseille dans le cadre des JO. On a eu aussi, par exemple, le secrétariat général des ministères sociaux, qui a proposé un calendrier d'événements tout au long de l'année avec des rencontres régulières, des marches collectives, des défis, des tournois, des choses comme ça qui étaient assez intéressants, associés à une lettre d'information régulière et des actions de sensibilisation. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la place pour tout type de projet et pour imaginer aussi des solutions innovantes auxquelles on sera bien sûr très sensible. Voilà rapidement, enfin pas si rapidement que ça, mais voilà ce qu'on voulait vous dire en tout cas dans cette première partie de la présentation. Et maintenant, peut-être place aux questions. Alors, je vois qu'il y a eu des questions sur les administrations éligibles. Donc, je le répète, hein, ce sont donc les administrations de la fonction publique d'État qui peuvent déposer des projets.
elles peuvent être en partenariat avec des structures privées, avec des associations, avec d'autres collectivités, mais le porteur du projet, c'est bien une administration de la fonction publique d'État, et le bénéficiaire, ce sont bien les agents de la fonction publique d'État. Ensuite, on a mis en place, et vous l'avez aussi le lien dans l'appel à projet, une plateforme qui s'appelle la plateforme Solutions Sport Entreprise, qui permet de se faire rencontrer une offre et une demande, et donc qui identifie, y compris de façon territoriale et géographique, des acteurs qui proposent des activités. Et donc, que ce soit une administration qui chercherait des partenaires locaux pour l'accompagner dans sa démarche, ou des prestataires, si elle a vraiment déjà une commande très précise, peut aller sur cette plateforme pour chercher des partenaires. À l'inverse, une structure de type associative ou même privée qui aurait vu cet appel à projet et voudrait proposer ses services aux porteurs éventuels de projets, peuvent tout à fait s'inscrire sur et se faire référencer sur cette plateforme pour du coup être visibles des administrations qui chercheraient, des partenaires. Ce n'est pas nous qui ferons l'intermédiation pour répondre à une question qui a été posée. Alors, pour prendre les questions, est-ce que certains veulent poser déjà peut-être oralement une question, et puis on va balayer ensuite les questions qui ont été posées dans le chat, mais si quelqu'un veut prendre la parole, vous êtes évidemment les bienvenus pour le faire. Bonjour, SGCD du Calvados. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Bon, nous, on avait une petite interrogation. On a un projet qui s'inscrirait pleinement dans ce que vous venez de présenter. Par contre, le montant des 25 000 € nous pose quand même question, parce que nous, on serait peut-être en deçà, ou alors il faut qu'on revoie un peu l'envergure de notre projet. Ces 25 000, c'est rédhibitoire. Ça veut dire que si on a un projet inférieur à ce montant-là, on ne pourra pas, notre projet ne sera pas retenu. On a bien compris? Oui, c'est un critère d'éligibilité, effectivement. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, on va s'arranger pour rentrer dans le cadre. Là, ou trouver des partenaires aussi, éventuellement, pour élargir le projet, ou voilà. Oui, oui. Je pense que ça va être ça. Tu as d'autres questions, Sophie? Non. C'est que de nombreux partenaires en termes de sensibilisation font des choses aussi à titre gratuit, telles que la Fédération de cardiologie, telles que la Mutuelle Impériale avec le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est vrai qu'on a de nombreux partenaires où on peut avoir des prestations gratuites. Et là, on va devoir trouver des prestations payantes. C'est un petit peu dommage, d'autant plus si on n'est pas retenu. Alors, oui, vous pouvez trouver des partenaires qui apportent aussi voilà, leur contribution, mais enfin, voilà, je ne veux pas vous dissuader d'avoir recours à des partenaires qui proposent des sensibilisations gratuites. Ce serait quand même dommage, juste pour rentrer dans le cadre de l'appel à projet. Sauf que dans le cadre de l'appel à projet, sur les 3 parties, sensibiliser, avoir l'environnement adéquat et après proposer des activités physiques, il y a toujours des choses payantes. Donc, on va essayer de répondre à l'appel à projet quand même. Mais c'est vrai que les 25 000 € nous paraissent un seuil assez conséquent. D'accord. Juste une dernière question par rapport, enfin en termes de calendrier, la réponse à l'appel à projet, donc on a bien noté, il faut qu'on dépose le dossier pour le 2 février au plus tard. Et les réponses, on peut espérer avoir des réponses à quel moment? Donc, comme je l'indiquais, en fonction du nombre de projets qui seront déposés, bien sûr, les temps d'instruction seront plus ou moins longs. Nous, on se donne pour objectif d'avoir terminé l'instruction fin mars, et donc de vous communiquer à ce moment-là les résultats. D'accord, entendu. Très bien, merci beaucoup. Alexis? Oui, bonjour, excusez-moi. Oui, excusez-moi, ici Jean Delabrusse, je travaille avec Alexis et Juliette. Je me permets juste parce qu'il y avait une question qui était en lien avec la date de sélection. C'était aussi, est-ce que les réponses, notamment négatives, seront motivées? Alors, oui, elles sont motivées, mais de façon un peu générique, parce qu'on ne pourra pas faire une réponse vraiment très individualisée sur chaque dossier.
on dira globalement, en rappelant les critères d'éligibilité ou de sélection, pourquoi le projet n'a pas été retenu. Mais évidemment, on sera à votre disposition derrière pour expliciter si vous aviez besoin et vous faire un retour peut-être plus précis en fonction de l'instruction des dossiers par la commission. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, après je donne la parole à Oriane Petiot, mais toujours parce que c'est dans le même ordre d'idée, en fait, c'est pour ça, je suis désolé de vous couper. Alors, j'ai perdu le ton. Excusez-moi, ouais, il y avait la date de délégation des crédits, de versement des crédits aussi qui était posée toujours sur les aspects calendaires. Oui, je ne sais pas si Cécile, vous voulez répondre? Je prends le point. Effectivement, à l'issue du comité de sélection, je pense qu'il faut compter entre 15 jours et 3 semaines pour être assez généreux. Parce que la délégation de crédit, pour le coup, elle ne se fait pas au niveau de la direction des sports, c'est bien au niveau de la DGAFP, où on prendra donc la liste des lauréats et ensuite, pour les services donc, qui relèvent du PFRH, donc je vous ai mis les coordonnées dans le fil de discussion, on délègue, la DGAFP délègue les crédits en région et ensuite, il faudra prendre la tâche de chacune de vos PFRH de ressort pour bien vous assurer des modalités de mise à disposition des crédits, car les pratiques enfin, il y a des pratiques propres au sein de chaque PFRH. Par exemple, certaines utilisent, comme nous le faisons pour les administrations centrales, une convention avec une mise à disposition des crédits progressifs dans l'année, et d'autres, on est sur de la transmission de services faits et de factures pour un paiement plutôt au cours de l'année, et généralement c'est au cours du second semestre où tout s'affole un petit peu. Voilà. Et pour les administrations centrales, donc ce sera traité à mon niveau avec l'appui de la direction des sports pour la mise en place des conventions. Mais là, pour les administrations centrales, on est sur un rétablissement de crédit qui a lieu en fin d'année. Alors, j'ai plusieurs prises de parole, donc je vais juste les organiser. Il y a Oriane Petiot, ensuite il y a K. Avril, SEJF, ensuite il y a Marie Krieger, et ensuite il y a SGCD71, très joli nom du reste. Et ensuite il y a Antonin Mosca et P. Vianès. Donc, Oriane, c'est à vous. Oui, bonjour monsieur, merci de me donner la parole. Donc Oriane Petiot, faculté des sciences du sport et de l'éducation de Brest. Je vous remercie pour les informations que vous avez déjà données. Je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que cet appel peut financer un projet de thèse donc qui serait orienté vers la valorisation de l'activité physique en milieu professionnel, notamment dans un objectif de bien-être au travail? Donc, est-ce que ça peut être un projet de thèse financé sur 3 ans? Merci. Alors non, il faut vraiment que ce soit une action et qu'il y ait un impact concret sur les agents. Et en plus, c'est un financement qui sera uniquement utilisable sur 2024. Merci. En fait. Oui, rebonjour à nouveau le SGCD 14. Petite question, est-ce que des massages bien-être, ça rentre dans ce cadre-là ou pas? Ça serait finançable ou pas? Des séances de réflexologie ou de massage? Faudrait voir en tout cas, ce n'est pas une dépense inéligible, hein. Après, tout dépend bien sûr de la globalité du projet et de la façon dont ça s'inscrit dedans. Bon, on est à la limite quand même de l'activité physique. Là, on est plus sur le bien-être que sur vraiment la lutte contre la sédentarité. Donc, voilà, on serait un petit peu limite comme ça. Spontanément, je dirais ça, mais voilà, ce sera évalué bien sûr globalement dans le cadre du projet. Ok, merci. Nous avons Madame Krieger qui avait demandé la parole aussi. Moi aussi. K. Avril, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, K. Avril et Marie Krieger ensuite. Je vous en prie, pas de souci. Bonjour, Monsieur Avril du SEJF. Moi, j'ai 2 questions pour vous qui me sont remontées par les collègues. Déjà, j'ai plusieurs collègues, parce que nous, on a des antennes partout en France, qui seraient intéressés pour s'inscrire à des associations sportives ou à des clubs sportifs
pour justement, en plus de faire du sport, renforcer la cohésion d'équipe. Est-ce que justement la prise en charge des frais d'inscription à des clubs sportifs pourrait être rentrée dans le cadre du FIACT? Alors, ça peut être un des aspects du projet. Encore une fois, ce serait dans un projet global. Ça ne peut pas se suffire à Oui. soi-même. Ce n'est pas en soi une Ok. activité. Voilà. Ok. Et deuxième question, moi, il y a un point enfin, c'est peut-être moi qui ai mal compris, qui m'a pas semblé clair dans les propos, dans certains propos de tout à l'heure. Vous avez parlé de cofinancement. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le FIACT, enfin, le projet si admettons notre projet est retenu, ça serait cofinancé par mon service plus le fonds, ou c'est vraiment une prise en charge 100% par le FIACT? Alors non, le projet ne peut pas être pris à 100% par le FIACT. Voilà, donc, et c'est un cofinancement, mais c'est quoi la teneur? Ça serait plutôt 60-40, 50-50, ou ça serait quoi les ordres de grandeur? Je ne sais pas si Cécile, vous voulez répondre, mais on n'a pas indiqué de Il n'y a, seuil. il y a pas d'ordre de grandeur D'accord. parce que ça dépend aussi de la typologie de votre service. Bien sûr. L'idée, c'est de donner toutes les chances à tout le monde. Et Ok. c'est sûr qu'entre un très gros service et une structure à effectif plus réduit, on ne sera pas du tout sur les mêmes ordres de Oui, bien sûr. grandeur et c'est normal. Ouais, je comprends. Voilà. Ok, ça marche. C'est bon pour moi. Merci beaucoup. Et du coup, il y avait une petite question que j'ai vu passer aussi sur la conversation, justement sur le cumul d'aides. Et donc, on ne peut pas cumuler le FIACT classique et cet appel à projet-là. Non. Non, bien sûr que non. Et du coup, à ce titre, alors peut-être que certains qui s'étaient portés candidats, enfin qui sont candidats au FIACT classique, que j'ai pris soin de réorienter sur le FIACT activité physique et sportive parce que c'est davantage dans cette cible. J'espère qu'ils participent parce qu'effectivement, on ne peut pas cumuler le FIACT classique et le FIACT activité physique et sportive. Alors, nous avons Marie Krieger aussi qui voulait prendre la parole. Oui, donc bonjour à tous, Marie Krieger, je gère actuellement le service des sports de l'association IFAC. Je travaille au sein de la délégation régionale PACA. Et en fait, c'est vrai que nous, ça fait quelques années maintenant qu'on développe le sport santé. Depuis peu, on développe également le sport entreprise. Et ma question était, est-ce que il y aurait possibilité éventuellement de faire le lien entre les porteurs de projets et les structures privées qui pourraient éventuellement apporter des moyens humains et matériels pour la mise en place de leurs projets, tout simplement. Alors, j'ai répondu rapidement tout à l'heure. On a mis en place une plateforme de référencement pour toutes les offres Ah d'accord. à destination qui s'appelle Solutions Sport Entreprise, qui est indiquée dans l'appel à projet et vous pouvez vous faire référencer. On ne fera pas, nous, de mise en relation avec, Oui, je comprends. avec les porteurs de projet, mais vous avez cet outil-là qui est proposé aux porteurs de projet qui recherchent des partenaires. Si vous êtes référencé sur la plateforme, vous serez visible. D'accord, je vous remercie. Il y a le SGCD 71 qui voulait prendre la parole ensuite. Oui, bonjour à tous. Donc, Florence Poncet du SGC de Saône-et-Loire, directrice adjointe du SGC. On avait le projet de déposer un projet du coup pour l'ensemble de l'administration territoriale de l'État, c'est-à-dire préfecture, SGC, DDI. Et je voulais savoir, du coup, j'avais posé la question dans la conversation, mais est-ce que du coup, chaque structure doit avoir son propre DUERP et est-ce qu'il faut joindre du coup à la demande tous les DUERP de toutes les structures? Cécile? Effectivement, dans le cadre des projets que je vais qualifier d'interservices, il convient d'adresser l'intégralité des DUERP. Et j'en profite pour apporter une précision concernant le DUERP. Vous l'avez compris, l'an dernier, il y a eu déjà bon nombre de dossiers et je ne doute pas que cette année, il en soit de même. Donc, j'appelle votre vigilance par rapport aux membres du comité de sélection qui vont être amenés à examiner vos dossiers, vos projets, pour que la date d'actualisation du DUERP soit facilement, voire même très facilement identifiable dans les documents que vous allez adresser et déposer sur démarche simplifiée, qui permettent à chacun de s'assurer que le DUERP a été actualisé récemment. Mais la date, du coup, c'est quoi la dernière? On s'engage dans 2024, mais il va de soi qu'on ne va pas vous demander une actualisation en 2024, donc 2023. 2023. Alors, maintenant, si vous avez une actualisation en 2024, bien évidemment,
n'en faites pas l'économie, déposez-le. Mais vu que nous sommes le 9 janvier, j'en doute un peu. Et est-ce que ça peut être du coup un projet porté par une DDI, par exemple des DPP qui concerne tout l'ATE? Oui. D'accord. Ok. Eh ben, je vous remercie. Nous avons ensuite Antonin Mosca qui voulait poser une question. Oui, bonjour, merci. Du coup, moi, je suis psychologue du travail et ergonome à l'Université Paris-Nanterre et je souhaiterais savoir, malheureusement, ça s'est brouillé tout à l'heure, donc je vais vous demander de répéter, si vous pouviez m'expliquer comment ça se déroule pour les universités, s'il vous plaît. Alors, les universités sont tout à fait éligibles à cet appel à projet. L'année dernière, on en a reçu 2 projets portés par des universités. Simplement, il faut être vigilant au fait que le projet sera bien à destination des agents de l'université et Ok, pas à destination des étudiants. d'accord, très bien. Et c'est d'accord, du coup, et c'est bien des actions plutôt de prévention, on est d'accord? Voilà, prévention de la lutte contre la sédentarité, promotion de l'activité physique à des fins effectivement de prévention. L'objectif, il est vraiment celui de la qualité de vie et de la santé, de la prévention. Oui. D'accord, ok, ok. Et les deux, on est d'accord, les DURP, c'est pareil, ils doivent être à jour. Absolument. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on a P.Vianes, PFRH, qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Merci, Patrick Vianes, PFRH Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ce n'est pas une question, c'est plus un commentaire sur un sujet qui a déjà été évoqué, mais je voudrais un petit peu revenir dessus, c'est le seuil des 25 000 euros. Voilà. Compte tenu du budget de 500 000 euros, en gros, ça fait 2 projets par région. Compte tenu de l'engouement qu'il y a pour ce fonds et compte tenu de la complexité qu'il y a à monter des projets, ça fait beaucoup de déçus à la fin. L'année dernière, on avait un paquet à peu près 8 déposants. Alors, il y en a eu 2 obtenus, vous les avez cités d'ailleurs. Voilà, donc si ce fonds, on comprend bien la notion que vous avez et le souci que vous avez de ne pas souhaiter de saupoudrage, et c'est bien légitime. Si ce fonds, les années prochaines, si ce fonds était reconduit, pouvait abaisser le seuil de ces projets, ça ferait plaisir un petit peu plus de monde, parce que là, j'ai beaucoup de gens qui me disent, bon, bah, écoutez, là, compte tenu du taux qu'on a d'être sélectionné, on ne va peut-être pas se lancer dans l'affaire. Voilà. C'était juste un commentaire, je vous en remercie. Ce qu'on aimerait encore plus, c'est avoir une enveloppe globale encore plus importante pour pouvoir soutenir plein de projets à ce niveau-là. Mais effectivement, je prends note. Je pense qu'il y a des précisions peut-être à réapporter sur le cumul avec le FIACT, Cécile. Je pense que les personnes s'interrogent notamment sur la possibilité d'avoir 2 dossiers différents dans chacun des appels à projets, si j'ai bien compris. Alors, du coup, je vais essayer d'être claire et limpide. Non, il ne peut pas y avoir cumul. Pour un seul et même projet, il n'était pas possible. Enfin, vous pouvez avoir déposé sur l'appel à projet qui s'est clôturé le 17 et vous pouvez le faire sur l'appel à projet qui est ouvert là jusqu'au 2 février. Pour autant, on ne pourra pas cumuler un cofinancement FIACT et un cofinancement FIACT activité physique et sportive. Maintenant, vous pouvez avoir 2 projets totalement différents et déposer ces 2 projets totalement différents au titre des 2 fonds. Mais on est bien sur 2 projets et je vous le conseille avec 2 gouvernances distinctes pour que tout ne repose pas sur une petite équipe réduite qui va être en charge de mener éventuellement courant 2024, si on croise les doigts, 2 projets qui pourraient être lauréats, parce que là, ça risque d'être difficilement soutenable de votre côté. Et Cécile, une autre question sur la valorisation du temps de travail des agents sur le projet dans le budget. Alors, si certains ont déjà ouvert des marches simplifiées et pu consulter le budget prévisionnel, ça fait partie des éléments que vous pouvez mettre en évidence, donc qui seront appréciés par les membres du comité de sélection qui vont examiner votre jury au titre des contributions volontaires. Et donc, on y a prévu la mise à disposition de salles, mais aussi, par exemple, l'appui de votre service communication pour
pour tout le volet vraiment en communication, valorisation de votre projet tout au long de l'année. Mais ça ne dispense en rien d'un cofinancement de votre service. Sur les dépenses éligibles, on a des questions relatives aux travaux et à l'achat d'abonnements ou de cartes de piscine. Alors, sur les travaux, je rouvre la circulaire parce que ça me semblait relativement limpide. Ne sont pas éligibles les projets portant exclusivement sur des aménagements liés à la rénovation ou à la construction d'équipements sportifs, sur l'achat de matériel ou d'équipements pour l'aménagement d'une salle de remise en forme. Ça me semble relativement clair pour dire qu'effectivement, si il est question de réaménager un espace qui est disponible dans vos locaux, où il faut refaire l'électricité, la plomberie, remonter des cloisons et pourquoi pas changer les huisseries, ça ne fait pas partie des dépenses éligibles et des projets éligibles. Et sur les abonnements ou les cartes de piscine, en revanche, ça peut effectivement, dans le cadre d'un projet global, être… Là, je vous rejoins, Monsieur Ritz, c'est à examiner avec la totalité du projet parce que ça me semble délicat que ce soit la seule et unique action présentée dans le cadre du projet. Et j'appellerai quand même la vigilance de tous sur le fait de ne pas générer des frustrations courant 2025, car l'idée, c'est bien d'apporter une nouvelle offre, je mets des guillemets, une nouvelle offre en tout cas d'activité aux agents de vos services. Mais il serait quand même assez regrettable que ça ne puisse pas être pérenne sur les années à venir, 2025-2026. Donc, petit point de vigilance et d'attention de tous là-dessus. Ensuite, sur la date de démarrage des activités elles-mêmes liées à l'éligibilité, donc évidemment, un projet peut s'appuyer sur des actions existantes. On ne part pas forcément de zéro, mais le projet qui va être pris en compte et qui va être soutenu, lui, évidemment, doit… les actions vont être financées à partir du moment où le projet est retenu. On ne financera pas d'actions passées, même si vous inscrivez dans un cadre qui existe. Il y a eu des demandes sur le type d'action et de livrables attendus par le projet. Donc, vous avez une liste indicative dans l'appel à projet qui vous dit pour chaque type d'activité, par exemple, mettre en place une action de communication, ça peut être des affiches, des communiqués, des newsletters, des vidéos, une enquête sur la sédentarité, sur l'animation de sensibilisation aux bénéfices des activités physiques et sportives, ça peut être une conférence, un atelier de formation. Pour la mise à disposition de matériel spécifique, ça peut être des Swiss balls, des pédaliers. Pour la mobilité, la mise en place d'un plan de déplacement, ça peut être… voilà. Voilà, vous avez dans l'instruction elle-même, dans l'annexe, toute une liste d'actions qui doivent vous donner des idées de livrables. Et encore une fois, vous pouvez aussi interroger les porteurs de projets si vous en connaissez ou si vous êtes proche de certains d'entre eux. Je crois qu'il y a encore des demandes de prise de parole du SGCD de Saône-et-Loire. Oui, tout à fait. Merci. Je voulais juste revenir sur le DUERP parce qu'en fait, nous, on a énormément de difficultés à avoir on a eu des difficultés de recruter un assistant de prévention. Donc, du coup, le DUERP n'est pas forcément à jour. Et donc, pour tout le monde, en fait, pour quelle que soit la DDI ou la PREF, le SGC, on est tous un petit peu dans le même, on a tous le même problème et dettes également, surtout que, donc, comme tout le monde sait, elles ont été créées il n'y a pas si longtemps que ça. Et il n'y a pas forcément de DUERP à jour pour la dette, la création de la dette. Donc, c'est vraiment un frein et c'est vraiment problématique pour, du coup, avoir des dossiers et que toutes les structures puissent disposer d'un DUERP à jour. Voilà, c'est un petit peu dommage et je voulais savoir si c'était vraiment, la condition ou juste, avoir le DUERP à jour de la structure qui dépose le projet. Cécile ?
je reprends le point, si vous le permettez. Alors, dans un monde idéal, parce que je me doute, et vous n'êtes pas les seuls, et je pense que parmi toutes les personnes présentes en ce moment, nombreux quand même sont des services qui ne disposent pas forcément d'un DUERP à jour. Alors, ce n'est pas la condition, par contre, c'est l'une des conditions pour que votre dossier soit recevable. Donc, dans le cadre des projets encore interservices, il serait de bon ton malgré tout que le porteur du projet, donc celui qui va assurer toute la gouvernance du projet, ait malgré tout un DUERP à jour. Maintenant, si vous êtes sur un service avec 10, 15, 20 entités, et je pense également dans le cadre du FIACT classique, on a été confronté dans les services de l'éducation nationale forcément, chaque école n'a pas forcément, enfin chaque site n'a pas forcément un DUERP très à jour. Parfois, c'était vieux de 18 mois. Bon, on peut avoir une petite tolérance. En tout cas, le DUERP actualisé est à jour, ça reste la règle. Je vous invite malgré tout, du coup, à faire remonter cette difficulté éventuelle auprès de vos services, parce que ce soit au titre du FIACT ou du FIACT classique, dans le cadre de cet appel à projet, ça fait partie des pièces pour que votre projet soit éligible. Mais oui, mais nous, ça nous handicape vraiment. On ne peut pas déposer de projet à cause de ça, alors qu'on a plein de projets en tête. C'est vraiment problématique. Je vous invite à me recontacter dans ce cas-là sur la boîte mail fiact.djafp, je ne l'ai plus tout à fait en tête, finance.gouv.fr, qu'on puisse échanger de vive voix. Ok. Parce que vous n'êtes pas seul dans cette situation. Ouais, j'imagine. Voilà. Ok, merci. On avait une demande de prise de parole aussi de Decimus Meryl. Je vois une main levée, mais si ce n'est pas le cas, on a une question aussi dans le chat sur le comité de pilotage. La composition du comité de pilotage, elle est vraiment... Oui, bonjour, vous m'entendez? Désolé, j'avais un problème de micro, désolé. Bonjour, Meryl Decimus, donc c'est la douane de Roissy, la direction des douanes de Roissy. J'ai bien compris dans les différents échanges que les projets qui traitent exclusivement du financement d'équipements pour le sport, d'abonnements sportifs ne sont pas éligibles, mais que dans un cadre un peu plus global, ça pourrait être étudié. Si j'ai bien compris, c'est ce qui ressort des échanges. J'aimerais savoir, est-ce qu'un projet qui porterait sur un partenariat avec une application qui ferait la promotion du sport auprès des agents pourrait entrer dans le cadre? Oui, tout à fait, c'était le cas. Là, j'ai présenté tout à l'heure parmi les projets lauréats la Direction générale du Trésor, dont le projet tourne beaucoup autour de ça, en partenariat avec une application. Donc oui, c'est éligible. D'accord, très bien, je vous remercie. Je termine juste rapidement la question que j'avais commencé sur le comité de pilotage. Donc là, voilà, c'est à votre main, à vous de mettre les acteurs autour de la table qui vous semblent importants pour assurer le suivi du projet. Ce sera là aussi un des critères pour nous d'appréciation de la bonne gouvernance et du soutien de la hiérarchie dans le projet. J'avais une demande d'Émilie Lecomte. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, bonjour, je suis au SGCD 91. Donc, nous, l'idée est de porter un projet assez global qui intègre un certain nombre d'actions, on va dire. Mais parmi celles-ci, nous avons le projet, en fait, de mettre en place un éclairage solaire sur un terrain multisport que nous avons mis en place il y a 2-3 ans, mais qui, du coup, n'est pas assez fréquenté du fait de l'absence d'éclairage et notamment sur des périodes comme maintenant. Est-ce que ce type de projet intégré dans d'autres actions pourrait être malgré tout pris en charge ou pas au titre de cet appel à projet? En fait, cet éclairage solaire pourrait être financé en partie à ce titre ou pas? Ah oui, d'accord. Parce que Alors, pardon, je crois qu'il y a un micro ouvert. Il y a pas mal de bruit. Donc, sur cette question précise,
encore une fois, tout va dépendre du projet global. Si le projet se résume à cela, je pense que ça va être un peu limité. Non, pas du tout. Voilà. Il y a plein d'autres actions qu'on envisage, mais effectivement, celle-ci en fait partie. Voilà, si dans votre diagnostic, vous identifiez ce point comme un élément important de votre plan, de votre programme, et que vous l'incluez dans votre budget, pourquoi pas? Oui, d'autant que en fait, ça fait aussi pas mal partie des actions de cohésion qui sont mises en place au sein de la préfecture, puisqu'on, au même titre que d'autres, on a mis en place des olympiades, des challenges et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ça en interservice sur l'ensemble du périmètre. Donc, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Du coup, si on le valorise à ce titre, vous me confirmez que ça pourrait être intégré dans le projet global. Encore une fois, les membres de la commission, ils vont vraiment lire les projets, ils vont rentrer dans les projets. Donc, à vous de bien justifier, de bien expliquer dans votre présentation le pourquoi de ce que vous présentez. Et si tout ça nous semble tout à fait cohérent et faire partie d'un projet qui répond aux objectifs de l'appel à projet, il n'y a pas de raison qu'on exclue sur un sujet aussi, sur un point aussi précis. Donc, c'est vraiment voilà, l'approche globale, l'argumentation, pensez à bien argumenter vos projets, à non pas nous proposer une liste d'activités. Ce n'est pas tellement ça qu'on va regarder, c'est surtout le projet dans sa globalité et si les activités correspondent bien à un public identifié et à des objectifs qui sont en cohérence avec l'objectif de l'appel à projet. D'accord. Il y avait aussi une question, par exemple, comme ça, sur les cours de sophrologie, le lien avec le bien-être, etc. C'est pareil, c'est évidemment que si votre projet, c'est la mise en place de cours de sophrologie, non, ça ne suffit pas. Mais si dans un projet global, il y a ça, pourquoi pas? C'est pas gênant. Sur la durée du projet, je vois qu'il y a pas mal d'interrogations. Le projet, votre projet, de toute façon, soit existe ou est en cours de développement, et donc il durera la durée qui durera. Nous, ce que financera l'appel à projet, ce sont des activités 2024. Ça, c'est sûr. Donc, les activités qui seront financées seront celles qui démarreront après la notification de l'appel à projet et avant la fin de 2024. Après, votre projet global peut bien sûr aller au-delà, commencer avant, ça, c'est pas du tout une difficulté. Et puis, alors peut-être, est-ce que j'ai encore des demandes de parole? Je ne crois pas. Donc, peut-être pour répondre. Alors, il y a peut-être des questions auxquelles on n'aura pas répondu. Il ne faudra pas hésiter à nous les renvoyer par email et on répondra de façon plus spécifique. Là, c'était vraiment l'idée de répondre aux questions plus générales qui intéressent l'ensemble des porteurs de projets. Et du coup, ça me permet peut-être de conclure sur une question qui a été posée sur la reconduction de l'appel à projet. Alors, on ne peut pas vous garantir qu'il sera reconduit l'année prochaine. On a obtenu à ce qu'il le soit cette année, au vu du succès rencontré l'année dernière. Donc, nous, on souhaite évidemment pérenniser cet appel à projet autant que possible. Évidemment, voilà, l'annualité budgétaire fait qu'on ne peut pas vous le garantir. Donc, je ne peux pas vous dire si vous avez un super projet en gestation, attendez, déposez-le l'année prochaine. Non, ce serait vous induire éventuellement en erreur parce que je ne peux pas vous garantir qu'il sera reconduit. On le souhaite en tout cas. Est-ce qu'il y a peut-être des toutes dernières prises de parole avant qu'on termine? De votre côté, Cécile, est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitiez peut-être mentionner en conclusion? Peut-être de demander à chacun d'être vigilant sur la clarté de son projet, sur l'exposé de son projet, que ce soit dans les éléments de contexte, dans la facilité pour le membre du jury qui va examiner votre projet, de bien saisir son calendrier, enfin, vos objectifs, les attendus, votre situation de départ, parce que plus un projet sera lisible, c'est un peu comme des copies, hein, finalement, plus le tout est lisible, plus c'est facile pour le jury de se positionner. Et puis surtout, en tant que porteur de projet, vraiment ne restez pas seul et esselé. Prenez la tâche de vos collègues, du chargé de prévention, éventuellement de l'association des personnels que vous pouvez avoir sur le site, de votre service budgétaire. Enfin, entourez-vous en tout cas pour monter ce projet, surtout dans le mois qui vous reste.
Et pour insister aussi, vous dire que le comité de sélection vraiment lit les projets et s'intéresse d'abord au contenu et aux actions, et ensuite va regarder le budget. Il va regarder si le budget est cohérent avec les actions proposées. Et pour répondre à une question qui vient d'être posée, oui, il peut aussi décider de ne financer qu'une partie des actions au vu de l'enveloppe disponible. Bien sûr, si vous déposez une demande à 100 000 euros, il n'y a à peu près aucune chance qu'on vous l'accorde au vu de l'enveloppe disponible. En revanche, rien n'interdira que si ça ne remet pas en cause le projet global, on décide de financer plutôt telle ou telle partie du projet qui est déposé. Et bien sûr, ça fera partie de la notification qui vous sera faite. Il vous sera expliqué pourquoi la somme qui vous est attribuée a été revue en fonction des différentes dépenses. Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre participation, puis merci aussi pour votre intérêt pour cet appel à projet. On espère retrouver vos projets bientôt dans Démarche Simplifiée. Donc, vous avez encore une fois jusqu'au 2 février pour ce faire. On a mis à votre disposition donc les ressources mentionnées sur la page des deux ministères. Vous avez des liens. L'enregistrement de la visio sera aussi mis à disposition via ce lien. Et vous avez nos contacts respectifs pour éventuellement poser des questions supplémentaires si vous en avez d'ici la fin du mois. Merci encore, bon courage pour la rédaction des projets et peut-être très bientôt via le comité de sélection. Au revoir.